Candidat LR à la 5e circonscription des Français de l'étranger, 5e circonscription c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est l'Andorre, c'est Monaco. Vous êtes depuis 30 ans au Portugal, Laurent Doater. Et vous avez déjà, et ça il faut le remarquer, c'est un atout pour vous, une très bonne connaissance de l'international. Vous avez fait vos études en Californie, et tout de suite vous avez travaillé dans deux grands groupes, un très grand groupe portugais qui vous a amené dans le monde entier. Quel pays vous avez rencontré? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme connaissance? J'ai beaucoup apprécié de partir vivre à l'étranger. Par rapport à ma Bretagne natale, que j'aime beaucoup, vivre à l'étranger, c'est d'avoir des horizons complètement différents. Et arrivant au Portugal, je me suis aperçu qu'il y avait une communauté de Français qui vit facilement cette expérience à l'étranger. Donc ce que ça m'a apporté déjà, c'est cette ouverture que nous partageons tous en fait, Français à l'étranger, ce que je n'étais pas au départ et ce que je suis devenu depuis une trentaine d'années. Alors, la Californie, c'est un mode de vie complètement différent. Déjà, c'est complètement ouvert sur le Pacifique, c'est ouvert vers l'Asie. L'Asie, il y a 30 ans, en France, on ne la voyait pas encore de la même manière qu'aujourd'hui. Le Portugal, c'est l'Atlantique, c'est une histoire extraordinaire. Et puis, c'est aussi cet espace ibérique qui est quand même très, très unique, très particulier, que j'ai petit à petit appris à découvrir, à apprécier. J'ai eu la chance notamment d'avoir différentes fonctions en Espagne également pour mes affaires, ce qui m'a permis de comprendre la culture différente, la manière d'être différente de nos amis espagnols, voire même la différence entre des Madrilènes, des Catalans et des Andalous. Je l'ai appris d'abord dans mon travail et maintenant je suis content d'avoir déjà cette capacité pour faire cette campagne législative et pouvoir représenter effectivement les Français dans cet espace ibérique. Et dans quel pays vous êtes allé pour votre travail? Rappelons que vous êtes un directeur des ventes d'un grand groupe de papier portugais. Alors, j'ai d'abord en fait fait de l'exportation à partir du Portugal, faire de l'exportation à proximité. Donc l'Espagne, puis la France, puis le Royaume-Uni, puis l'Allemagne. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur l'Europe de l'Est, et puis d'autres pays, les Amériques, l'Asie. J'ai été jusqu'en Australie vendre le papier portugais. Euh, c'est en fait un parcours, c'est-à-dire que l'exportation du Portugal s'est également faite de cette manière-là. Il fallait d'abord arriver à convaincre les Espagnols, puis à convaincre les Français, et puis aujourd'hui, on a la capacité de convaincre le monde entier. C'est un gros atout, certes, pour quelqu'un qui va être député des Français de l'étranger. Autre atout que vous avez, et qui n'est pas des moindres, vous êtes dans les affaires. Et ça, c'est important aussi pour un député des Français de l'étranger, parce que vous allez pouvoir aider ceux qui ont déjà une entreprise et aider ceux qui veulent créer une entreprise. Et je crois que dans votre programme, vous avez d'ailleurs tout un chapitre qui est consacré au soutien aux entrepreneurs. Pouvez-vous le développer un petit peu plus? Alors, il y a fondamentalement deux axes différents. La première chose, c'est comment est-ce que nous pouvons participer plus au commerce extérieur de la France. Et la question des régions est centrale. Je voudrais que chacune des régions françaises sache, dans chacune des régions du Portugal, de l'Espagne, et puis à Andorre, et puis à Monaco, bien entendu, sache identifier effectivement les Français qui sont sensibles à cette région et qui sont prêts à le soutenir. Or, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une trop grande concentration, je dirais, entre Paris et les grandes capitales. Il faut arriver à prendre en compte le fait que l'entreprise, elle est plus régionalisée que cela. Et donc, le député, il peut être un espèce de VRP de toutes les régions françaises, auprès de toutes les régions du Portugal et de l'Espagne. Et il peut effectivement véritablement faire cet effort-là et ça aura un effet considérable sur le commerce extérieur de la France. Et puis il y a une vision inverse qui est que nous avons des entrepreneurs français qui vivent en Espagne, au Portugal, en Andorre et à Monaco et qui ont besoin d'être aidés parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui les soutiennent, ne serait-ce qu'auprès des autorités des pays d'accueil où ils sont,
moi je trouverais très bien que le député puisse soutenir un entrepreneur pour aller voir le maire d'une commune, pour aller voir le président d'une autonomie espagnole, pour effectivement défendre ces dossiers et apporter la force du politique, finalement, dans les projets d'entrepreneuriat. Alors, comme effectivement directeur des ventes d'un grand groupe, j'ai l'expérience d'avoir participé à des réunions de négociation avec le gouvernement, de participer avec les chambres de commerce. J'aime beaucoup travailler avec les chambres de commerce. J'ai cette expérience, si vous voulez, de construire des dossiers pour arriver à convaincre et pour arriver effectivement à participer au développement des affaires, que ce soit à nouveau pour le compte de la France, parce que le commerce extérieur, ça doit être porté par des Français qui vivent à l'étranger, et par ailleurs, pour aider chacun de nos entrepreneurs à changer souvent de dimension, c'est-à-dire à aborder des nouvelles réalités. Moi, j'ai eu vraiment la chance dans ma vie professionnelle de devoir créer des affaires, créer des nouveaux clients, de arriver pour la première fois de vendre dans un nouveau pays dans lequel mon entreprise n'avait aucun contact. Eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir le faire plusieurs fois, d'apprendre un petit peu le code de ce type de choses, et je suis très heureux de pouvoir mettre ces compétences à la disposition des entrepreneurs. Deux atouts importants, donc, ouverture à l'international, ouverture au monde des affaires et aux entrepreneurs. Et un autre atout, peut-être moins connu, mais très important, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, puisque vous êtes très impliqués depuis toujours auprès des lycées français, auprès de l'enseignement français. C'est à la fois en tant que parent d'élèves, mais aussi en tant que conseiller consulaire, puisque vous êtes conseiller consulaire depuis 8 ans et depuis quelques mois président du conseil consulaire. Quelles sont vos expériences des lycées français de l'étranger et qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'élu, si vous êtes élu, de faire pour les lycées français de l'étranger? Les conseillers consulaires sont effectivement membres des conseils d'établissement de nos lycées français à l'étranger. Et donc depuis 8 ans, je peux comprendre ce qui se passe en conseil d'établissement alors que j'avais été déjà précédemment parent d'élèves et membre d'associations de parents d'élèves. Donc c'est très intéressant de comprendre. Vos enfants étaient élevés dans des lycées au Portugal, dans des lycées français à Lisbonne. Ils ont eu cette chance et je pense que c'est effectivement un dispositif qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement riche, ne serait-ce que par la diversité des enfants que les miens ont pu effectivement fréquenter dans ces lycées français. Donc comme membre d'un conseil d'administration, d'un conseil d'établissement de lycée français, on peut effectivement comprendre le type de fonctionnement, le type de contraintes dans lesquelles vivent les équipes de direction, par rapport auxquelles doivent fonctionner les élèves et les enseignants et les personnels de ces lycées. Donc c'est très important de comprendre la structure. Alors concrètement, au lycée français de Lisbonne, nous avons fait face à des hausses des frais de scolarité tout à fait excessives, sur lesquelles effectivement j'ai été obligé de me positionner. Et donc en écrivant une très longue lettre et en intervenant avec beaucoup de force sur une trajectoire qui était tout à fait inacceptable, j'ai pu effectivement obtenir une révision des principes dans lesquels l'administration finalement se trouvait confortable. Il faut parfois, quand on est élu, obliger l'administration à sortir des solutions de plus grande facilité ou des solutions de plus grande satisfaction, notamment de l'administration elle-même ou de ses personnels. C'est très important de le faire pour les biens des parents. C'est quand même paradoxal, alors que la scolarité est gratuite en France, elle n'est pas gratuite pour les Français qui sont à l'étranger. C'est une sorte d'injustice, on peut le dire. C'est une sorte d'injustice, mais elle peut être gratuite dans des écoles portugaises ou espagnoles qui sont effectivement disponibles. Alors qu'est-ce qui nous manque? En fait, il nous manque cette valence française pour tous les enfants français dont les parents ont choisi de les mettre dans des écoles publiques espagnoles ou portugaises, qui est la très grande majorité des enfants de notre communauté. Alors, ce que je souhaite mettre en place, c'est une espèce de chèque enseignement qui permettra d'une part de répondre à quelque chose qui est important, c'est qui est que nous souhaitons que les familles françaises payent moins cher dans nos grands lycées français. Qui sont deux au Portugal. Hein. Qui sont 2 au Portugal et qui sont plus d'une vingtaine en Espagne. Donc nous souhaitons que les familles puissent payer moins cher parce qu'elles sont françaises et parce qu'il y a un investissement de la France dans ces lycées,
que les familles portugaises ou espagnoles. Ça nous semble effectivement quelque chose d'important. Il y a une valeur sur laquelle effectivement le contribuable français accepte de s'engager. Et je voudrais que cette exacte même valeur, quelques centaines d'euros probablement, puisse être mise à disposition de tous les enfants qui sont scolarisés dans des écoles portugaises, espagnoles ou andorranes, pour pouvoir effectivement leur financer des cours de français langue maternelle, des cours d'instruction civique et un petit peu d'histoire-géographie française, puisque ce sont effectivement les piliers, si vous voulez, de la constitution d'une culture française. Donc je souhaiterais de cette manière-là qu'on soutienne les dispositifs, on appelle ça le FLAM, c'est-à-dire le français langue maternelle. Ce sont des dispositifs importants. Aujourd'hui, ils sont à la charge des familles. Je souhaite effectivement que les familles puissent avoir un soutien pour mettre leurs enfants dans ces dispositifs. Et puis, ce sera peut-être aussi nos alliances françaises qui ont bien besoin de ce type de soutien et qui ont des professeurs très bien qualifiés pour pouvoir donner ce type de cours. Eh bien, en mettant en place ce chèque enseignement de quelques centaines d'euros par an pour toutes les familles françaises qui le souhaitent, quel que soit l'endroit où leurs enfants sont scolarisés, mais pour apprendre ce qui est l'essence, si vous voulez, d'être un petit Français, de cette manière-là, on va pouvoir effectivement faire fonctionner beaucoup mieux notre espace culturel et notre espace social. Conseiller consulaire depuis 8 ans, président du conseil consulaire depuis 1 an, cela vous donne un atout supplémentaire. Il y en a pas mal déjà des atouts. Et bien c'est celui de bien connaître le rouage du fonctionnement à la fois du consulat et de l'ambassade. Et très récemment, vous avez tiré un triste bilan du fonctionnement du consulat. Oui, parce que pour les élections, et notamment le premier tour des élections présidentielles, nous n'avons pas été écoutés. Et donc effectivement, le rôle des élus, c'est... Vous savez, nous sommes des conseillers consulaires. Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est autorisé à donner des conseils, mais l'ambassade, le consulat ne les écouteront que s'ils sont effectivement compatibles avec leurs priorités. Or, un député, c'est différent. Un député, il va construire les lois. Un député, il a sur les bancs de l'Assemblée tous les ministres à sa disposition. Donc un député, c'est beaucoup plus qu'un conseiller. Et donc, comme conseiller, j'ai été jusqu'à la limite de ce que je peux faire, c'est-à-dire analyser les situations, faire des propositions qui sont constructives et espérer qu'une partie de ces propositions soit prise en compte. Comme député, je peux faire beaucoup plus, je peux changer la loi, je peux, si vous voulez, me mobiliser et mobiliser d'autres députés. C'est pour ça aussi que c'est important de faire partie d'un parti dans lequel il y a un nombre de députés. Aux Républicains, nous avons également beaucoup de sénateurs, nous avons une majorité au Sénat. Eh bien, ce sont des éléments centraux pour pouvoir modifier ce que, depuis 8 ans que je suis conseiller consulaire, je me suis aperçu que seulement un député pourra effectivement modifier. Avec des spécificités propres, évidemment, à chacun des pays de la circonscription, je rappelle, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Andorre et Monaco. Conseiller consulaire depuis 8 ans, président depuis 1 an du conseil consulaire, ça vous a donné quand même pas mal l'occasion d'aider beaucoup, je dirais même des milliers de Français. Et parmi ces Français, il y a les retraités. Alors ces fameux retraités français qui vivent au Portugal, c'est quand même une communauté très importante. Et je sais que dans votre programme, il y a aussi des mesures spécifiques pour les retraités français qui sont au Portugal, mais qui sont aussi dans les autres pays de votre circonscription. Ma conviction, c'est qu'en Europe, c'est une excellente chose qu'un retraité de Lille, de Lyon, de Saint-Brieuc où je suis né, choisisse de venir s'installer au Portugal ou dans le sud de l'Espagne parce qu'il va avoir une meilleure qualité de vie, il va avoir du soleil, il va se faire plaisir. C'est une chose qui est normale en Europe, de mon point de vue. Le Portugal, l'Espagne n'ont aucune raison de ne pas être la Floride, finalement, de l'Europe, selon le modèle qui existait. Et donc, je pense que nous devons mettre en œuvre tout ce qui va permettre la plus grande fluidité de circulation de ces retraités. Que ce soit des retraités qui viennent de France et qui viennent s'installer en Espagne, que ce soit des retraités qui y sont déjà et qui, à un certain moment, vont vouloir effectivement repartir en France pour des raisons de santé, pour des raisons familiales, peu importe la raison, je dirais, il ne nous appartient pas de leur mettre des bâtons dans les roues.
Il nous appartient au contraire de mettre en place des facilitations de tout ordre, au niveau à nouveau régional, le plus possible, de manière à ce que cette fluidité soit complète. Et il y a des injustices, notamment fiscales. Par exemple, un Français qui conserve sa maison en France, sa maison est taxée comme une résidence secondaire. C'est quand même incroyable. Or, on va demander aux Français de rentrer en France d'un pays étranger s'il y a un problème. C'est ce qu'on a demandé aux Français de Russie, c'est ce qu'on a demandé aux Français du Yémen. Nous avons la chance évidemment de vivre en paix en Espagne, au Portugal, en Andorre et à Monaco, mais on va demander facilement aux Français de rentrer s'il y a une situation d'insécurité. Donc c'est fondamental qu'ils aient ce qu'on appelle la résidence d'attache. Alors c'est une proposition des Républicains qui vient d'être reprise dans le programme du président Macron. Dont acte, je serai là pour m'assurer qu'elle est transformée en réalité. La résidence d'attache, ça veut dire, c'est la seule résidence qu'un Français va avoir. Elle n'est pas mise en location, donc c'est la résidence qui est toujours à sa disposition. Eh bien, on ne doit pas la taxer différemment que si c'était une résidence principale en France. D'autres programmes, d'autres mesures en faveur des retraités? Alors évidemment les certificats de vie qui sont en train de se résoudre en Espagne, mais avec beaucoup de difficultés encore, surtout avec les assurances complémentaires, et puis qui n'est toujours pas résolu au Portugal. Donc évidemment garantir qu'on n'oblige pas les Français qui vivent en Europe dans des systèmes d'état civil qui sont tout à fait solides et dans lesquels on a évidemment une confiance totale, on ne doit pas continuer à les obliger à présenter tous les ans des certificats de vie, et puis surtout, en aucun cas on ne doit suspendre la retraite de quelqu'un parce qu'il manque un tampon lisible sur un certificat de vie. Nous avons évidemment proposé, et je m'assurerai si je suis élu député, qu'avant la suspension d'une retraite, le consulat a l'occasion de vérifier si cette personne est vivante ou pas, et que le consulat lui-même ait la capacité de dire à une caisse de retraite « Attendez, c'est un problème administratif, ce n'est pas un problème d'identification de la personne. Donc, résolvez le problème administratif, mais ne suspendez pas la retraite de cette personne. » On met parfois, pour des questions administratives, nos compatriotes dans des situations de très grande difficulté, et c'est tout à fait injuste et c'est tout à fait anormal. Vous avez parlé à l'instant du président Macron, et justement, il y a une mesure qu'il vient de prendre, une décision qu'il vient de prendre, qui a suscité votre inquiétude. C'est la nouvelle nomination des personnes du corps diplomatique, et notamment des ambassadeurs. Alors, c'est en fait la suppression du corps diplomatique. Alors, on va mettre nos grands diplomates dans un espace qui sont l'ensemble des hauts fonctionnaires. Donc, vous allez pouvoir avoir été un haut fonctionnaire extrêmement compétent en finance ou un haut fonctionnaire extrêmement compétent sur des problématiques de sécurité, et puis demain devenir effectivement numéro 2 ou responsable dans une ambassade. Ça me semble extrêmement dangereux. La diplomatie, c'est un métier qui oblige à une formation. Alors, c'est une dérive à l'américaine. On a bien compris effectivement qu'il est fréquent qu'un président américain, pour remercier un grand contributeur, le nomme ambassadeur dans un pays dans lequel il a souvent d'ailleurs une relation. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà, ça n'est pas positif. Pour être conseiller consulaire depuis 8 ans, j'ai pu apprécier le professionnalisme de ce qu'est un ambassadeur. C'est impressionnant, un ambassadeur, quand ce sont des ambassadeurs qui ont une formation et qui ont effectivement une vocation d'être ambassadeurs. Je pense que la France, grand pays, pays fondamental pour la diplomatie, ne devrait pas faire l'économie d'avoir des ambassadeurs de métier formés pour l'être, avec une vocation pour l'être. Alors ça donne aux députés une nouvelle responsabilité. À partir de l'instant où nous risquons d'avoir demain au Portugal, en Espagne, en Andorre ou à Monaco, des ambassadeurs qui sont finalement principalement des hauts fonctionnaires et très peu des diplomates. Ça veut dire que le député devra faire ce qu'on appelle de la diplomatie parlementaire, c'est-à-dire passer par les autres députés de nos pays d'accueil, passer par les différents ministres, par les différents gouvernants de nos pays d'accueil, et assumer une partie finalement de cette responsabilité que nos ambassadeurs n'auront malheureusement plus la compétence
pour assumer, puisqu'il leur a été retiré par le gouvernement français. Et ça oblige donc que les députés aient une capacité d'entre-gens, une capacité de dialogue qui leur est propre. Et puis ça renforce quelque chose qui, moi, me plaît, qui est l'ancrage du député sur le terrain. Vous savez que les Républicains ont cette culture de députés de terrain par rapport à d'autres partis qui sont plus sur des députés d'appareil. Eh bien, cet ancrage du terrain que j'ai connu enfant en Bretagne, on voyait le député qui montait à Paris avec les dossiers des entreprises ou le dossier de l'hôpital ou les dossiers qui concernaient véritablement sa circonscription. Tout le monde trouvait ça normal et il n'y avait pas de question politique là-dedans. On ne défendait pas plus les dossiers des gens qui étaient avec soi. On défendait son pays, sa région. On défendait son pays, sa région, exactement. Eh bien, je souhaite être un député qui fonctionne comme cela, et je pense avoir les compétences, et avoir créé les compétences pour pouvoir le faire bien, y compris sur cet espace de diplomatie parlementaire, dont l'importance va être centrale dans les 5 années qui viennent. Une chose qui m'a choqué durant la dernière campagne pour les élections présidentielles, la culture a été très absente du débat. La culture et puis aussi l'environnement. On n'en a pas finalement tellement parlé. Quel est pour vous le rôle d'un député d'une aussi grande circonscription pour le rayonnement culturel de la France, et puis aussi quel volet environnemental vous envisagez pour votre circonscription? Alors d'abord la culture. Je souhaite que nous fassions le rayonnement de la culture française dans notre circonscription avec les Français de notre circonscription. Ce sont les premiers ambassadeurs de la France à l'étranger. Ils sont ambassadeurs dans chaque ville, dans chaque village. Et ce n'est pas qu'une image, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, première chose, remettre la culture entre les mains des associations et remettre des Français dans les associations qui font le rayonnement culturel de la France à l'étranger. Et pas que des fonctionnaires. Tout compétent soit-il, il y en a d'excellents. Mais c'est absolument fondamental de relier, si vous voulez, les Français, leurs associations et l'ensemble des initiatives culturelles. On voit ici aussi au Portugal des pièces de théâtre qui sont organisées sans le moindre soutien de l'Institut français. Et elles ont 10 fois plus de personnes que les 3 ou 4 choses un petit peu bizarres qui sont faites parfois par l'Institut français. Il faut absolument qu'on arrête à se regarder en chien de faïence entre le monde associatif et le monde, je dirais, culturel de régime un petit peu, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc ça dépend beaucoup des élus de se mettre au milieu et de garantir qu'il y a un véritable dialogue. Et puis d'être présent quand il y a un festival. Donc c'est à nouveau la question d'être sur le terrain, d'être très très présent pour pouvoir le faire. Alors l'environnement est une question fondamentale. Premièrement parce que nous bénéficions dans cette circonscription, en péninsule ibérique, à Monaco, nous bénéficions d'un environnement magnifique, extraordinaire. Andorre aussi. Pardon ? Andorre aussi, mais c'est la péninsule ibérique. Nous bénéficions d'un environnement qui est sublime, qui a été souvent mieux protégé que dans certains autres endroits. Première chose, participons à sa protection. Mais on peut aller au-delà. Mettre du solaire dans le sud de l'Espagne, c'est plus logique que de mettre du solaire dans le Pas-de-Calais. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une politique d'environnement dans laquelle, dans une logique européenne, on essaye de mettre des atouts, je dirais, là où ils sont les plus rentables. Parce que l'environnement doit aussi rentrer dans une logique de rapport coût-efficacité. Et évidemment, mettre du solaire dans le sud de l'Espagne, dans des plaines arides, c'est probablement beaucoup plus intéressant que de artificialiser des plaines arables dans le nord de la France, comme parfois on le fait. Sur l'éolien, on a bien senti que parfois on met l'éolien à des endroits qui ne sont pas les bons. Il y a beaucoup de réticence. Il y a beaucoup de réticence. Il faut mettre de l'éolien avec énormément d'attention sur l'endroit où on le fait. Nous avons besoin d'une Europe de l'environnement, d'une Europe qui trouve effectivement les moyens de promouvoir des solutions environnementales meilleures, tout en protégeant nos entrepreneurs,
d'un espèce de dumping environnemental dont on voit bien qu'il se fait à partir de pays non européens. Donc il faut qu'on arrive effectivement à trouver ce bon équilibre et à être extraordinairement responsable sur le plan de l'environnement. Nous ne souhaitons pas laisser à nos enfants ni une dette financière, ni une dette environnementale. Et nous avons un bon point de départ dans notre circonscription. Et on peut probablement d'ailleurs proposer de bons exemples et faciliter le dialogue entre le Portugal, l'Espagne, la France, Andorre et Monaco, qui ont des capacités d'environnement sur l'environnement qui sont tout à fait intéressantes. Revenons-en à votre circonscription. Quels sont les problèmes spécifiques auxquels vous voudriez vous attaquer si vous êtes élu député dans chacun des pays de cette circonscription? Il y a des problèmes tout à fait concrets et pour être franc assez faciles à résoudre. Alors, ce sont les services consulaires. Alors, je vais vous donner un exemple. On va demander à des Français d'Algarve ou à des Français de Marbella de monter qui à Lisbonne, qui à Madrid pour renouveler un passeport, pour renouveler une pièce d'identité. Alors que nous avons au consulat de Lisbonne ou au consulat de Madrid une valise qui s'appelle la valise Consuléo et qui permet de faire effectivement les empreintes biométriques qui sont nécessaires. Moi, je pense qu'il est absolument essentiel qu'une centaine de jours par an, chacune des 3 valises dont nous disposons circule de manière à ce que ce soit les fonctionnaires de nos consulats, plutôt que individuellement toutes les familles, à aller effectivement circuler. Bon, ça c'est quelque chose qui est très simple puisque la valise existe. Il suffit seulement d'en faire un point d'exigence du député. Le conseiller peut conseiller. Je vous l'ai dit, c'est au député d'imposer à l'administration de faire les choses pour lesquelles on a déjà payé la valise d'ailleurs. Et on a absolument besoin de résoudre ce type de situation. Et ce type de situation qui est facile à comprendre montre bien le fait que nos services consulaires aujourd'hui ne sont plus au service de la population. Et c'est ça qui me dérange. Donc le député, il a le pouvoir, il a l'autorité pour réimposer le sens du service à une administration. Fût-il d'ailleurs un député d'opposition, ce n'est pas le problème. Un autre aspect très important, on vient d'en parler tout à l'heure, c'est l'éducation. Nous avons aujourd'hui une très grande partie, probablement 80% des enfants français de notre circonscription qui ne sont pas scolarisés dans nos écoles françaises. Je veux qu'ils soient des enfants français, capables d'aller suivre une scolarité dans l'enseignement supérieur en France s'ils le souhaitent, capables de passer un bac, capables effectivement de parler et d'écrire un français de qualité et capable de comprendre notre culture. Et pour cela, la solution du chèque enseignement est la bonne solution en ce qui concerne notre circonscription, étant donné la dispersion et le fait que notre circonscription est vaste et qu'il y a beaucoup de villes moyennes dans lesquelles effectivement des compatriotes ont choisi d'habiter. Donc cette question du chèque enseignement, elle est très très importante pour nous et elle permettra d'avoir une éclosion énorme de flammes, donc de groupes effectivement pour apprendre le français langue maternelle, ou un développement considérable de nos alliances françaises, et puis peut-être d'autres types d'associations de Français qui seront contents de se retrouver le samedi matin autour des enfants pour leur apprendre effectivement les beautés de notre culture. Un troisième aspect fondamental, c'est effectivement les entrepreneurs. Nous avons énormément de jeunes qui viennent s'installer en Espagne, au Portugal, à Andorre et à Monaco pour entreprendre. On ne les accompagne pas du tout dans notre système diplomatique aujourd'hui, dans notre consulat, dans nos ambassades. On a absolument besoin de le faire. Nos chambres de commerce ont la vocation de s'occuper surtout d'entreprises déjà relativement développées, relativement importantes. Il faut qu'on crée effectivement un échelon, souvent associatif, pour les micro-entreprises. C'est ce qui concerne effectivement le plus de nos compatriotes aujourd'hui. Et le député a le rôle de créer effectivement de la dynamique autour de ce type de choses et d'aider les associations à fonctionner. Un quatrième aspect, on en a parlé, ce sont les retraités. Je veux effectivement faire de l'Espagne et du Portugal une espèce de Floride de l'Europe. Je veux que ça fasse partie du modèle économique
de la cohésion entre la France, l'Espagne et le Portugal. Je trouve ça très très bien que plus de retraités s'installent en Espagne qu'ils s'installent au Portugal, qu'ils y soient heureux, profitant d'un climat meilleur, dans lesquels les coûts de santé sont plus faibles. Donc ça va même permettre de faire des économies à notre sécurité sociale. Et je veux effectivement qu'on rende beaucoup plus facile le fonctionnement de cela. Et à l'intérieur de cela, il y a un aspect qui est central, qui est l'exclusion numérique. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas effectivement à se débrouiller avec un ordinateur pour faire un certain nombre de procédures administratives qui leur sont nécessaires. C'est pas facile, ne serait-ce que de pouvoir accéder au site avec des ordinateurs. Même moi, j'ai beaucoup de mal parfois et je m'arrache les cheveux assez facilement quand j'ai besoin de faire un certain nombre de choses. J'ai une solution pour ça, elle est très simple. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de consuls honoraires qui, finalement, pallient à la distance de nos consulats dits généraux. Ces consuls honoraires, la plupart d'entre eux n'ont pas de secrétariat. Je rappelle que les consuls honoraires sont des bénévoles, mais la plupart d'entre eux n'ont même pas de secrétariat. Eh bien, je souhaite que nous mettions à mi-temps auprès de chaque consul honoraire une personne qui ait accès au service d'état civil, c'est-à-dire qui puisse par elle-même faire un certain nombre de documents et faire un certain nombre de choses par délégation d'état civil, et puis dont la fonction soit de recevoir sans rendez-vous, soit le matin, soit l'après-midi, tous les compatriotes qui ont des problèmes avec les ordinateurs, parce que cette personne aura un ordinateur en face, elle a la connaissance de l'administration, et elle aura effectivement la capacité d'aider ses compatriotes. Ça ne va pas coûter très très cher, vous savez, c'est une vingtaine de personnes à mi-temps, mais ça va vraiment apporter énormément de qualité à nos compatriotes qui n'ont pas effectivement cette facilité numérique. Laurent Doiter, comment va Simon? Oh, il va bien, Simon. Alors, qui est Simon? Alors, Simon, c'est notre petit lévrier Whippet, qui vient d'avoir 3 mois, et qui aujourd'hui a eu son 3e vaccin, et qui a eu son chip. Donc voilà, c'est tout à fait sympathique. Nous n'avons plus d'enfants à la maison d'une manière régulière. Donc, il y en a un derrière la caméra pour ça. Voilà, il y en a un derrière la caméra, mais il n'est pas toujours à la maison. Donc il a été remplacé d'une certaine manière par Simon, qui finalement meuble bien aussi l'espace familial. Alors parlons de la vie personnelle de Laurent Doiter. Je crois qu'il y a quelques années, vous avez rencontré une certaine Louisa, portugaise, qui est votre femme et la mère de vos enfants. Absolument, et c'est par Luisa et grâce à Luisa que je suis resté vivre au Portugal et que je suis devenu moi-même d'une certaine manière un franco-portugais et le papa de 2 garçons qui sont eux-mêmes des franco-portugais. Nous parlons portugais à la maison, c'est la langue d'échange si vous voulez chez nous. Luisa parle très très bien français, elle a une culture française extrêmement fine, plus littéraire d'ailleurs que la mienne. Et c'est toujours très intéressant ce dialogue dans un couple entre une Portugaise qui a une vision de la France, qui est la vision que ont classiquement, je dirais, les Portugais, et puis un Français qui, au début, découvrait les réalités du Portugal. Je rentrais le soir en famille avec mes beaux-parents qui, à l'époque, habitaient encore avec nous et étaient vivants. Et je racontais un petit peu mes découvertes dans l'entreprise, dans la société. Et c'était très très riche finalement de pouvoir avoir ces 2 comparaisons culturelles ou ces 2 points de regard entre le Portugal et la France. Vous intitulez vous-même d'ailleurs le breton le plus portugais de Lisbonne. Absolument, parce que je suis fier d'être français, je suis fier d'être breton, et je suis fier finalement d'être très intégré au Portugal. L'engagement, le service des autres, le service pour le pays, c'est pas quelque chose de nouveau chez vous. Vous êtes engagé très jeune, puisque je crois qu'à l'âge de 15 ans, vous avez participé à votre premier combat pour la défense de l'école libre. Je crois que les chats ne font pas des chiens. Et j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents, des parents qui se sont toujours beaucoup impliqués. Mon frère et ma sœur sont également eux-mêmes très impliqués. Moi, j'ai toujours voulu effectivement prendre part aux situations. Donc effectivement,
À 16 ans, je défendais l'école libre. À 18-19 ans, quand j'ai été étudiant à Paris, j'étais au mouvement fédéraliste européen, donc je C'est m'occupais quoi ce mouvement? effectivement. C'est quoi ce Alors, mouvement? c'est quelque chose qui n'existerait plus aujourd'hui. C'était la fin, si vous voulez, des États-Unis d'Europe. C'était la fin d'une conception confédérale de l'Europe, qui n'aurait plus place aujourd'hui. Et Qui avait été d'une certaine reprise un petit peu manière, par le principe de subsidiarité, qui absolument, n'a jamais vu le jour absolument. malheureusement. Donc aujourd'hui, je ne suis pas Enfin, fédéraliste. c'est l'opinion personnelle. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne suis plus fédéraliste européen. Je l'étais à 18 ans, parce qu'à 18 ans, il est normal qu'on ait effectivement un certain nombre d'idéaux. Je trouvais très intéressant cette idée du fédéralisme européen à l'époque où effectivement elle se posait. Aujourd'hui, je ne défendrai plus une Europe fédérale. J'ai bien compris qu'on a besoin de donner plus d'importance à notre identité nationale, mais toujours dans un cadre européen auquel je suis extrêmement attaché. Vous êtes très attaché au bénévolat, vous avez fait du bénévolat tout au long de votre vie, vous êtes engagé, que ce soit dans les associations de parents d'élèves, que ce soit pour votre paroisse, mais aussi pour l'Association des Français de l'étranger, où vous êtes un membre éminent avec Françoise Conestabile, qui ne vous connaît pas, et aussi au Souvenir français. Pourquoi ce côté patriote du Souvenir français? C'est plus le fait que je soutiens à chaque fois que je le peux les associations qui me sollicitent. Je le fais avec plaisir, j'y apprends toujours beaucoup de choses, et l'attitude c'est toujours de soutenir. Je soutiens le Rotary, je soutiens toutes les associations où je pense qu'à un moment ou un autre, je peux être utile à leur fonctionnement. Je suis plus utile quand les associations traversent des difficultés. Et donc, je souhaite avoir cette attitude et je donne beaucoup d'importance au monde associatif. Je pense que c'est au monde associatif, finalement, d'assurer le lien dans nos sociétés. À chaque fois que je rencontre des Français en Espagne ou au Portugal, ils me disent souvent on a du mal à faire connaissance avec des Espagnols ou avec des Portugais. Je leur dis allez dans des associations d'Espagnols et de Portugais. Si vous n'êtes pas contre les histoires de curés, allez dans les paroisses. Si vous êtes entraîneur de football, allez vous proposer au club de football. Et vous allez être bien reçu, vous allez rendre service. On a énormément de Français dans notre communauté, notamment au Portugal, qui sont des gens qui sont très bons, par exemple, avec les chiffres, qui sont des experts comptables, qui sont des gens qui ont des compétences particulières, ou alors des gens qui sont des médecins, ou avant-hier, j'ai rencontré une personne qui est psychologue. Toutes ces personnes ont des talents qui sont des talents extrêmement utiles au monde associatif, qui en a pas toujours autant. Et donc, je souhaite que toute notre communauté ait cette attitude de proposer ses talents au monde associatif. Je le fais à chaque fois que j'en ai la possibilité. Et le sel de la vie, le plaisir que j'y trouve, il vient beaucoup effectivement de cette vie associative. Plaisir aussi, il ne faut pas le cacher, avec votre petit violon d'Ingres, c'est le violon. Oui, alors j'ai eu la chance de faire effectivement l'École nationale de musique à Saint-Brieuc et apprendre effectivement le violon classique, apprendre l'orchestre. Un orchestre, ça vous apprend beaucoup de choses. Ça vous apprend à travailler ensemble. Ça vous apprend à comprendre à quel moment c'est à vous de briller, à quel moment c'est à vous d'accompagner. Et quand vous apprenez ça, quand vous êtes enfant, c'est extrêmement formateur. Et puis le violon, c'est quelque chose de très personnel. C'est un instrument qui fait vibrer, c'est un instrument qui vous permet de rêver, c'est très poétique. On a l'impression que l'instrumentiste fait l'amour avec son instrument. Il faut effectivement le faire comme ça. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à prendre mon violon. Pendant le Covid, je le prenais tous les dimanches pour, sur les réseaux sociaux, accompagner avec les chants que nous chantons d'habitude à Saint-Louis, les proposer effectivement aux gens, ce qui veut dire que des tas de gens qui ne viennent jamais à Saint-Louis étaient très heureux finalement pendant 10 minutes d'écouter une mélodie qui était une mélodie qui leur permettait un petit peu de rêver. Cette période de Covid a été un petit peu difficile. Et donc j'ai énormément de plaisir à faire ça. Puis je fais du violon jazz de temps en temps, je fais d'autres types de choses beaucoup plus légères que
que j'aime beaucoup faire également. Alors, ne rêvons pas, voyons la campagne électorale et quelle est votre devise? Ma devise, c'est que je souhaite être un député pour agir et pour défendre les Français de notre circonscription. C'est ce que je sais faire, c'est ce que je fais depuis 8 ans. J'ai l'expérience de la capacité à le faire à l'échelle du Portugal. Oui, l'échelle de la 5e circonscription des Français à l'étranger, avec l'Espagne, avec Andorre, avec Monaco, c'est plus grand. De l'autre côté, le pouvoir d'un député, l'autorité d'un député est incommensurable par rapport à celle d'un président de conseil consulaire. Et donc, si j'ai la possibilité de me dédier à ça d'une manière permanente, je pense vraiment avoir la capacité de changer assez vite la qualité de vie des Français de notre circonscription. Et vous avez des passerelles aussi avec la Haute Assemblée, le Sénat, et notamment avec Renan Le Gleut. Renan Le Gleut, Christophe Frassa, qui est le président de mon comité de soutien, qui est né à Monaco lui-même. Cette majorité, vous savez, les Républicains, c'est en même temps le parti qui a le plus d'élus locaux, et c'est en même temps le parti qui a la majorité au Sénat. Et sans aucun doute, c'est aussi le parti dans lequel il y a le plus de compétences en termes de gestion de l'État. Donc c'est important, quand on se propose d'aider nos compatriotes, d'avoir, je dirais, énormément de ressources derrière soi. Et j'ai la chance d'avoir, avec Renan Le Gleut, avec Christophe Frassa, ces ressources, mais avec beaucoup également de grands députés des Républicains qui sont des gens de très grandes compétences. J'ai le soutien par exemple de Marc Le Fur, qui est le député de ma région d'origine, qui est vice-président du Parlement aujourd'hui, qui est un ancien sous-préfet, et qui a une profondeur de compétences tout à fait importante, dont moi j'ai besoin, si je deviens député, ne l'ayant jamais été. Un réseau au Parlement de l'Assemblée nationale, un réseau au Sénat, mais vous êtes 2 à partir pour ces élections législatives. Qui est votre suppléante et quelques mots sur elle? Alors ma suppléante est Lucille Gascon. Je cherchais à avoir une jeune femme de Barcelone, qui est une ville très importante pour notre circonscription, qui pense différemment de Madrid et de Lisbonne et du sud de l'Espagne. Et je souhaitais quelqu'un qui soit garant et qui soit un bon exemple de la diversité des Français à l'étranger. Lucille est née à Cuba, elle a dû fuir Cuba. Et elle est devenue française par adoption. Et elle a, beaucoup plus que beaucoup de Français, la conscience de ce que la France, c'est la liberté. Et que la gauche, le communisme, c'est contre la liberté. On dit parfois que le fascisme ne reviendra pas, sauf à ce qu'on appelle l'antifascisme. Je suis très heureux que Lucille nous apporte la légitimité de son parcours personnel et qu'elle puisse le faire dans cette ville de Barcelone, qui est une ville où la culture de la liberté est une culture extrêmement importante. Et comme vous le dites, Laurent Loater, si vous êtes élu, vous serez entendu et écouté. Merci Laurent Loater. Merci Alain.